bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Divergence Politique. Alors, Divergence Politique, aujourd'hui, on est ravis, on est chanceux. On a le plaisir d'accueillir Charles Aloncle. Charles, député des Français pour la 9e circo de l'Hérault, si je dis pas d'erreur. La plus belle de France. Ouais, et également secrétaire général, donc adjoint au sein du désormais nouveau parti d'Éric Ciotti, l'Union des droites pour la République. Bonjour Charles. Bonjour, merci de votre invitation, je suis ravi d'être avec vous. Nous, on est ravis d'accueillir effectivement enfin des personnalités de haut rang du parti de l'UDR. L'UDR, justement, parlons-en un petit peu avant de rentrer peut-être dans le vif de l'actualité. Elle est assez chargée pour le coup. L'UDR, comment est venu en fait le projet? Comment s'est créé la genèse du parti? En fait, c'est assez simple. Ça s'est créé à l'occasion donc de la dernière dissolution et donc élection anticipée des élections législatives où semblait se distinguer une envie. Et moi, j'ai été président des Jeunes avec Nicolas Sarkozy. J'ai fait un peu toutes mes classes à l'UMP et puis aux Républicains. J'ai été élu dans les instances jeunes et semblait se dégager une envie d'union des droites parmi une bonne partie des militants dont j'étais. Et donc, à l'occasion de cette dissolution, là où on voyait que le parti Les Républicains était en fait condamné à être sur le porte-bagages de la Macronie et s'était un peu perdu dans ses idées macroniennes depuis pas mal de temps, eh bien, il y a eu cette opportunité d'enfin faire l'union des droites, attendue par beaucoup d'électeurs de droite qui souvent n'arrivent pas à se reconnaître dans un parti, mais attendent simplement une alternance franche après des années de Macronie, après des années aussi de bilan catastrophique de François Hollande. Et donc, en fait, la création de l'UDR a été cette occasion-là, ça a été de rejoindre l'alliance portée par Jordan Bardella et d'essayer de dépasser ces clivages partisans. Donc, ça a été l'acte fondateur de l'UDR, ça a été cette dernière élection législative en juillet dernier. Justement, alors côté UDR, on a sans doute regardé avec attention quand même l'élection de ce week-end au sein de votre ancien parti, les Républicains, qui était le mien d'ailleurs aussi, hein, Charles, parce que on l'a dit, enfin je l'ai dit régulièrement sur cette chaîne, moi j'étais en charge des Républicains pour la Russie, donc on s'est connus à ces occasions. Et effectivement, moi je rejoins parfaitement ce que vous dites. Il y avait au sein des Républicains quand même véritablement un socle de militants ou de personnes qui participent au sein du parti, qui voulaient en tout état de cause d'une union des droites qui n'a jamais vu le jour. Alors, pour revenir à notre actualité des LR, comment vous jugez la prise de pouvoir de Retailleau au sein une prise de pouvoir assez forte, je dirais même soviétique, avec 74% des suffrages face à Laurent Wauquiez ce week-end? J'ai quand même l'impression, et j'en suis d'ailleurs assez déçu, non pas déçu sur la personnalité de Bruno Retailleau, que je connais un peu personnellement, je connais son entourage, et je pourrais à minima reconnaître la sincérité de son engagement, mais déçu déjà de voir que ce qui a primé dans cette élection, c'est au fond que les Républicains assument d'avoir des ministres au gouvernement, auprès d'Emmanuel Macron, assument de porter la responsabilité d'une impuissance parmi d'autres ministres qui viennent du Parti socialiste. Je pense à monsieur Lombard, à monsieur Rebsamen. Et donc, au fond, ce choix se soit fait sur faut-il que le Parti républicain défende des ministres comme monsieur Retailleau qui assumeront derrière le bilan du macronisme et de cette impuissance. Donc ça a été un peu mon premier motif de déception, de voir que même la ligne porté par Laurent Wauquiez, qui assumait un peu plus, je trouve, cette idée d'union des droites et était d'une certaine façon balayée par les derniers militants qui peuvent rester. Et puis, le deuxième point aussi que je regrette d'une certaine façon, c'est qu'aussitôt élu à la tête des Républicains, alors qu'il n'était plus en campagne et donc qu'il n'avait plus à flatter l'électorat de droite des Républicains, à la matinale, au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, à la question qui lui a été posée sur un deuxième tour entre Marine Le Pen et Édouard Philippe, qui est-ce que vous choisirez? Eh bien, Bruno Retailleau, alors que l'intelligence politique aurait conduit à ce qu'ils disent, mais il n'y aura pas de scénario comme celui-ci, je serai au deuxième tour, ou en tout cas, le candidat des Républicains sera au deuxième tour. Il avait l'opportunité de défendre cette position, qui est, je pense, la seule position à défendre quand on est LR. Eh bien, il s'est précipité et dès la première seconde de réponse, il nous a dit « Je choisirai évidemment Édouard Philippe ». Donc, en fait, vous voyez, tout ça traduit que, au-delà des postures politiques électives au cours de la campagne où Bruno Retailleau a essayé
comme il est d'ailleurs depuis qu'il est à Beauvau, de tenir un discours assez ferme, assez fort, d'emprunter pas mal de propositions, mais qui tardent à donner leur effet à Beauvau, des propositions du Rassemblement national. On voit en fait que les masques tombent et que demain, progressivement, ils sont en train de construire une alliance à minima de deuxième tour avec Édouard Philippe. Et c'est ce qu'il faut condamner aujourd'hui quand on est vraiment de droite. C'est pour clôturer la question des Républicains, parce que finalement, ça nous intéresse plus beaucoup. Mais ceci dit, c'est une fusion par absorption qui s'est déroulée ce week-end. Ça y est, la Macronie a pris position définitivement du parti. Pour moi, cette interview, et je vous invite vraiment à les retrouver pour ceux qui peuvent douter du récit que je peux faire de cette interview au micro Jean-Jacques Bourdin. C'était il y a 2 jours. C'était sur la matinale. Je vous invite à aller voir. Le tweet a beaucoup tourné, notamment parmi les militants de droite. C'est sans embâche, sans surprise. Il est très clair. Il l'annonce d'ores et déjà à 20h01 le soir de la présidentielle en 2027. En cas de second tour, Édouard Philippe, Jordan Bardella ou Édouard Philippe, Marine Le Pen, eh bien, il appellera à voter Édouard Philippe. Donc, est-ce qu'on a envie, en tant qu'électeur LR, qui a envie d'en finir avec ces 8 années de macronisme, ces années d'impuissance qui ont détruit la France à tous les niveaux, niveau régalien, comme niveau économique, niveau d'endettement, niveau de nos services publics? Est-ce qu'on a envie de remettre une pièce dans la machine et de voter pour l'héritier d'Emmanuel Macron, que sera parfaitement Édouard Philippe? Si c'est oui, vous pourrez voter pour Bruno Retailleau ou pour le candidat LR. Si c'est non, vous attendez une alternance de droite, il faut venir à l'UDR. Ça me rappelle une phrase d'Éric Zemmour sur Valérie Pécresse. Effectivement, à 20h01, elle appellera à voter Macron. Bon, voilà, on est dans la continuité. Charles Alonc, ceci étant, au niveau du Rassemblement national, on a beaucoup de militants du parti qui disent ne plus reconnaître foncièrement les valeurs du parti, ou en tout cas les engagements initiaux du parti, notamment sur la question de l'Europe, je dirais de la souveraineté de la France. Effectivement, on parlait de la compromission avec le gouvernement Macron. Bon, il peut apparaître parfois que quand même les décisions notamment du président Jordan Bardella, peuvent être surprenantes ou en tout cas étonnantes pour un parti véritablement d'opposition. Est-ce que le RN reste véritablement quand même une force d'opposition, ou est-ce que là aussi il y a les graines d'une compromission? Alors, j'aimerais bien, je vais mettre à vous poser des questions, j'aimerais bien que vous me signaliez des débuts d'indicateurs qui laisseraient penser à une forme de soumission idéologique ou à une forme de compromission avec le gouvernement. Sur tous les sujets, qu'ils soient régaliens, qu'ils soient économiques, qu'ils soient liés au vote du budget, qu'ils soient encore liés, là je le vois en ce moment même sur le débat sur la fin de vie, même s'il n'y a pas de position de vote claire affirmée. Mais en fait, sur tous ces sujets-là, symboliques comme plus anecdotiques, fondamentaux comme cosmétiques, sur beaucoup de textes, le RN et l'UDR, on est un groupe de 16 députés à l'Assemblée, on est les seuls à incarner l'opposition. On est les seuls, par exemple, je vous donne un exemple, sur un texte attendu par 86% des Français dans les sondages. Vous savez, c'est cette fameuse double peine dont on parle beaucoup, c'est-à-dire expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers. 86% des Français sont d'accord avec cette mesure. C'est pas 86% des sympathisants de droite, c'est des Français. Eh bien, lorsque nous déposons une proposition de loi qui est soumise au vote il y a quelques mois à l'Assemblée, Bruno Retailleau était alors ministre déjà de l'Intérieur, il envoie son ministre délégué Nicolas Daragon, qui est aussi un LR, à la tribune pour exprimer l'avis du gouvernement, et ils appellent à voter contre cette proposition de loi. Ils émettent même pas un avis de sagesse. Un avis de sagesse, quand on est le gouvernement, c'est en gros, on vous invite à vous abstenir. Non, ils appellent encore moins à voter pour, ils appellent à voter contre. Donc vous voyez que cette distorsion de la représentation nationale, quand vous avez 86% des Français qui attendent cette mesure et que vous n'avez qu'un tiers de la représentation nationale incarnée uniquement par le RN et l'UDR qui tiennent bon, qui défendent les Français, qui défendent cette opinion majoritaire, c'est un sujet symbolique, mais je peux vous en citer une dizaine depuis que j'ai été élu député, les seuls à défendre les Français. Je parlerai même pas d'incarner l'opposition, c'est juste à défendre les Français et leurs attentes, c'est le Rassemblement national et l'UDR. Alors sur l'état de la France, on a, semble-t-il, quand même un déclassement qui devient extrêmement inquiétant, tant au niveau national qu'au niveau économique d'ailleurs, et qu'au niveau international. La diplomatie de la France est moquée et raillée finalement à l'étranger. Où on en est? On va peut-être commencer déjà, on va partir du micro pour partir au macro, donc on va partir de la France, de nous. Où on en est à l'intérieur? Est-ce que, comme
ce qu'on peut connaître aux États-Unis, on a un risque d'inflation extrêmement majeur? Est-ce qu'on a un risque de déclassement économique? Où on en est véritablement? Comment on peut rassurer potentiellement nos citoyens? On ne peut pas les rassurer. Ouais. Sur la dimension économique, tous les indicateurs sont au rouge. Et je pense que ceux qui nous écoutent, s'ils nous écoutent, c'est un public politisé et renseigné. Et donc, les indicateurs, ils les ont. Que ce soit des indicateurs de déficit, de dette publique, de taux de dépenses publiques bien supérieurs à la moyenne de tous nos voisins européens, de balance commerciale, de richesse produite par habitant, même de revenus par habitant. On est devenu un exemple. Vous avez, quand un Américain moyen qui gagne le revenu moyen aux États-Unis vient en France en tant que touriste, c'est équivalent aux 5% des Français les plus riches en termes de revenus moyens et de pouvoir d'achat. On a un tel déclassement que sur le revenu moyen et la richesse produite moyenne par habitant, on est 80% en dessous des États-Unis, 20% en dessous de l'Allemagne. Sur la richesse produite moyenne, on doit être le 26e pays, alors qu'on a longtemps été dans les 5 pays, le top 5 des pays en termes de puissance économique. Donc, c'est quelques exemples concrets, mais qui montrent à quel point on est en train de sombrer, à quel point on est en train de se déclasser. Et les Français le voient au quotidien aussi. En dépit des 57% de dépenses publiques par rapport au PIB qu'on met chaque année, en dépit des 40 milliards de dépenses publiques qu'on a encore ajoutées en 2025 par rapport à 2024, alors que toute la gauche et certains du bloc central veulent nous faire croire qu'on est entré dans une période d'austérité, eh bien en dépit de tout cet argent qu'on va récupérer auprès des Français, de ce poids fiscal qui devient complètement insupportable, eh bien on a des services publics dégradés. À l'école, on dégringole dans tous les classements. À l'hôpital, on a des gens qui ne vont même plus se soigner parce qu'ils ont peur de ne pas être remboursés. La police, on a des policiers qui ne prennent même plus maintenant des plaintes quand il y a des cas d'escroquerie de l'ordre de plusieurs milliers d'euros sur des comptes bancaires parce qu'en fait, ils sont tellement à essayer de courser les criminels du quotidien et ils sont tellement sous des faits de délinquance du quotidien qu'ils sont obligés de trier aujourd'hui les infractions commises. La justice, tout le monde le sait, avec le taux de surpopulation carcérale et avec des peines en dessous d'un an de prison qui ne sont même plus appliquées, et donc un taux de récidive qui explose. Il n'y a pas un service public aujourd'hui où on arrive à défendre les Français et on arrive à apporter un service correct en dépit de cet argent public énorme qu'on gaspille chaque année. Donc, je suis pas là pour être pognon de malade. Le pognon de malade. Le pognon de malade. Le pognon de dingue, mais ces mêmes personnes qui émettent ces constats relativement lucides sont les mêmes qui derrière continuent à engraisser une machine qui tourne complètement à vide, à demander des efforts aux Français pour l'alimenter encore plus et aller dépenser encore plus d'argent public. Et donc en fait, notamment sur le plan économique, et c'est un peu tout l'ADN de l'UDR. J'ai été très partiel dans ma première réponse quand vous me demandiez un peu l'acte de naissance de l'UDR. L'acte de naissance de l'UDR, c'est aussi d'être un parti libéral qui constate qu'aujourd'hui, on a trop d'États, que l'État nounou s'occupe de bien trop de choses et que c'est nuisible pour la qualité des services publics qu'il délivre. Et qu'à l'heure où on cherche 40 milliards, que François Bayrou nous enjoint à trouver 40 milliards, nous, on a énormément de pistes qu'on a chiffrées depuis qu'on a été élu à l'Assemblée nationale. On a des pistes pour économiser 120 milliards par an qui libéraient entre 3 et 4 points de PIB. On les a détaillés et ça passe d'abord par la réforme de l'État, la simplification du millefeuille territorial et l'allègement normatif pour nos entreprises. Alors justement, avant qu'on arrive aux solutions proposées notamment par l'UDR et qui seront extrêmement pertinentes, restons sur l'état de la France maintenant sur le volant international. Vous venez de nous le dire, notre Premier ministre cherche 40 milliards par an. Ceci dit, il en dépense déjà 20 milliards, notamment en dons à l'Ukraine. Est-ce que à l'international, on doit continuer le chemin que nous prenons vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis justement de la situation en Ukraine, et vis-à-vis des États-Unis, puisqu'on a parlé d'eux, et je dirais même vis-à-vis de l'axe russo-chinois qui est en train de se structurer et des BRICS plus largement? Ce qui est sûr déjà, vous parlez de cette aide, mais je pense aussi à l'aide publique au développement qui nous coûte aussi à peu près 15 milliards par an, où il y a énormément d'aides à trier qui ne sont plus pertinentes, mais ça a déjà été allègrement commenté, des aides qu'on verse à la Chine, au Brésil, à l'Algérie, qui est un pays qui chaque matin essaie d'imaginer avec avec Monsieur Tebboune comment elle peut cracher au visage de la France. Mais au-delà de ça, déjà sur l'Ukraine,
je pense qu'il y a un sujet qui est un peu passé sous silence, c'est que le Parlement, normalement, devrait être saisi et on devrait voter pour une guerre qui est engagée. Et aujourd'hui, beaucoup de renseignements, beaucoup de directeurs de renseignement, de généraux prennent un peu la parole de façon officieuse pour expliquer que ça fait plusieurs mois que la France a engagé de façon totalement officieuse probablement certaines troupes au sol en Ukraine, en tout cas aide et accompagne cet effort de guerre, et donc que ça devrait aussi passer par un débat à l'Assemblée nationale et que c'est à la représentation nationale de prolonger ce type de mission sur le terrain au-delà de 3 ou 4 mois, ce qui n'a pas été fait aujourd'hui. Donc il y a une dépossession de la représentation nationale sur un sujet qui pourtant est majeur et qui inquiète profondément les Français. Donc ça, c'est le premier point sur l'engagement et sur notre position par rapport à la guerre en Ukraine. Dans la mesure où on s'implique de plus en plus, il serait bon et il serait sain, même si je sais qu'Emmanuel Macron éprouve le plus grand mépris pour la représentation nationale et l'a bien signifié depuis qu'il est à l'Élysée depuis à peu près 8 ans, mais il serait sain quand même que ce genre de débat soit organisé. Et pour vous dire, moi je suis élu depuis pas très longtemps à l'Assemblée nationale, mais je n'arrête pas de contester, et surtout je m'étonne de ces débats qui ne servent à rien qu'on nous propose à longueur de semaine. Sur les dernières semaines, on a débattu à l'Assemblée de panne d'ascenseur, de lutte contre les frelons asiatiques, de chemsex, de lutte contre la grossophobie. Enfin, voilà, il n'y a que des sujets totalement dérisoires et les sujets fondamentaux, comme par exemple celui-ci sur le conflit en Ukraine, comme par exemple la loi sur la simplification, sont totalement éclipsés. Voilà, ça c'est une petite parenthèse, mais tout ça pour dire qu'il est temps quand même de remettre de l'ordre et surtout de faire preuve de vigilance et de contrôle sur ces dépenses lourdes qui sont affectées à l'heure où on demande des efforts aux Français. Charles, je sais que votre temps est extrêmement, extrêmement précieux. Toute dernière question. Alors justement, l'UDR, quelle solution avez-vous? Comment on peut remonter la France? Est-ce qu'on peut la sauver? Déjà, première question. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient plus en une capacité de la France à se redresser. Moi, personnellement, je suis positif, donc je le crois. Mais quelles solutions avons-nous et quelles sont les solutions qui sont préconisées par l'UDR? Je pense que on se rejoindra sur les deux périls principaux qui menacent l'identité même de notre pays et même la viabilité de notre pays. C'est le péril économique où on est parfaitement au pied du mur. Il y a évidemment des économies à trouver qu'on a chiffrées et qui passent par ces trois leviers que je vous ai expliqués avec un certain nombre de propositions. Si vous voulez, on pourra y revenir si on a un peu plus de temps ou sinon j'invite les auditeurs à aller les consulter sur le site de l'UDR. Mais ces trois leviers qui sont la nécessaire réforme de l'État, la réduction de son périmètre, le fait de faire mieux d'État sur un certain nombre de sujets, notamment régaliens, dont il devrait davantage se saisir. Le deuxième levier qui est la simplification du millefeuille territorial, où aujourd'hui on souffre de 5 strates de collectivités territoriales avec un enchevêtrement de compétences et des doublons de compétences qui coûtent à peu près chaque année, uniquement sur les doublons de compétences, 8 milliards. Je parle même pas des dépenses de fonctionnement de certaines collectivités, 70 milliards chaque année pour les départements, 20 milliards pour les régions. Les frais de tous ces élus locaux, je pense aux 1800 conseillers régionaux que personne ne connaît, qui ne rendent pas de compte et qui sont payés 2000 euros net par mois pour simplement siéger 4 fois en plénière chaque année, parfois même à distance, et qui dépossèdent en plus, notamment je pense aux intercommunalités de plus en plus, les prérogatives des maires, qui sont pourtant les élus locaux dont on devrait renforcer les compétences. Donc il y a tout un levier sur l'optimisation et la fusion de certaines collectivités territoriales pour plus d'efficacité de l'action publique au niveau local. Et puis, il y a un troisième volet qui est le volet de la simplification normative. La France est le pays des 400 000 normes. Ça nous coûte chaque année 4% de notre PIB, 100 milliards, là où la moyenne des pays européens, c'est 0,5% du PIB. Donc, il y a un énorme travail à faire sur l'allègement des normes, sur cette inflation législative où plus personne ne comprend plus rien, alors que nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, voilà, on a établi un certain nombre de mesures très concrètes, une cinquantaine que je vous invite vraiment à voir, qui sont radicales, mais qui sont à la hauteur du péril économique qu'on traverse, parce qu'on pense que cette réforme de l'État, cette simplification attendue, est un peu la mère des réformes avant de demander de faire des efforts aux entreprises et aux Français, et on pourra très bien s'en sortir en faisant déjà ces économies. Puis après, bon, le péril migratoire, je pense que tout le monde le sait, les chiffres sont connus, les derniers chiffres qui ont été révélés sur 2024 témoignent d'une impuissance totale dans le contrôle de nos frontières, à la fois sur les flux légaux et illégaux. Et donc, voilà, si on veut avoir le droit à la continuité historique et si on veut avoir
continuer à faire preuve de souveraineté dans le destin commun qu'on a envie de se donner, ça va être extrêmement nécessaire de reprendre la main sur ce sujet-là aussi. Eh bien, 1000 fois merci. C'était absolument passionnant d'être ensemble pour ces 20 minutes. J'espère qu'on aura le plaisir de rediscuter ensemble parce qu'il y a tellement d'actualités et on a des visions effectivement qui sont assez proches. Donc, on aimerait véritablement avoir plus régulièrement des intervenants de votre parti, puis vous, monsieur le député, sur notre chaîne. En tout cas, 1000 fois merci de nous avoir consacré du temps. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'UDR et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Charles? Écoutez, moi, à titre personnel, je suis très engagé sur le sujet de la simplification. Je suis président du groupe d'études à l'Assemblée. Il y a le projet de loi qui revient en débat dans quelques jours. Donc déjà qu'il porte ses fruits et qu'on arrive à convaincre un maximum la représentation nationale. Ça, c'est un petit combat politique, mais hautement important pour la France à court terme. Puis pour l'UDR, écoutez, on continue à se faire connaître et à porter un message de rupture. Et j'invite aussi tous vos auditeurs. On organise un grand forum mardi prochain à l'Assemblée nationale ouvert à tous sur inscription sur la réforme des retraites par capitalisation, qui est une réforme clé qu'on porte depuis longtemps. Et donc, voilà. Donc, si ça intéresse du monde, n'hésitez pas à consulter nos réseaux sociaux, notre site. Vous verrez toutes les propositions qu'on fait parce que c'est aussi le sens de notre mission en tant que parlementaire. Eh ben merci 1000 fois. On mettra le lien en description de cette vidéo. Et puis, à très bientôt sur Divergence. Merci beaucoup.